Dans les semaines et les mois à venir, TVL va avoir un rôle prépondérant, indispensable. Alors, nous comptons sur votre engagement. Libérons-nous des chaînes. Merci de votre soutien maintenant. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, émission bien spéciale puisqu'on est juste après le premier tour. Donc on a 4 invités, Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Bonjour. Cyril Benassar, Olivier Piacentini et François Devoisier, messieurs, bienvenue à bord. 3 sujets. On fait une spéciale élection, mais on va la structurer de la manière suivante. On va regarder et analyser les résultats du premier tour, on va regarder les scénarios probables de majorité, total RN, partiel RN, pas du tout de RN. Voilà, on va parler de tout ça. Et troisième sujet, on va commencer un petit peu dans le casting. Et puis, on va se projeter aussi sur les premières mesures. On va également se projeter sur l'attitude du gouvernement d'opposition vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Voilà, on va structurer l'émission comme ça. Et donc, on commence dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, on est juste après le premier tour des législatives. On voit qu'il y a eu d'abord, première caractéristique, une très forte participation, inédite depuis 1997, ce qui prouve que les Français s'intéressent à la politique. Et puis, on voit quand même, événement marquant, très large majorité au Rassemblement national et ses alliés. C'est pas si mal pour le nouveau Front populaire et un effondrement de la majorité macronienne. Voilà. Ça, c'est ce qui c'est ce qui caractérise cette élection. Et qui je lance le premier sur le sujet ? Eh bien, c'est Laurent Arthur Duplessis. Je dirais que si on considère l'esprit de cette situation-là, les ressorts profonds, on voit qu'il y a une réaction électorale contre les effets de la mondialisation. En effet, on voit que dans les grands centres urbains, il y a encore un vote, disons, du bloc du centre, et un vote, disons, mélenchoniste, sachant que les mélenchonistes, on les trouve beaucoup plus dans les centres urbains que dans les lointaines périphéries. Vous avez raison. Et une grande sectorisation, c'est peut-être plus que jamais. Et plus on s'éloigne des grands centres urbains, plus on a un vote Rassemblement national. C'est-à-dire que les parias de la mondialisation, les martyrs, si je puis dire, de la mondialisation même, ceux-là ont exprimé leur rejet brutal, radical et massif des élites dirigeantes. Les élites au sens sociologique. Des grandes villes et la ruralité. Exactement. Ouais. Donc là, on voit que la mondialisation produit les mêmes effets un peu partout en Occident. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil dans bien d'autres pays d'Europe. Et dans le monde entier. Là, on a vraiment maintenant la traduction électorale à l'échelle planétaire, presque, pourrait-on dire, des effets de la mondialisation qui a creusé l'écart entre ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. Ceux qui en sont victimes. Donc ça, c'est pour vous la première caractéristique de ce premier tour. Je vais faire circuler la parole. Cyril Benassar, vous voulez prendre la suite ? Oui, écoutez, effectivement, la carte électorale, elle est pas très surprenante et terrifiante. On voit vraiment un séparatisme terrible. Les centres urbains, comme on le disait, là, c'est à la fois le centre et Mélenchon. À Paris, c'est très net, c'est coupé en deux. On a l'Est qui est très rouge, qui est LFI, qui est NFP, et puis l'Ouest qui est le bloc central. Je dirais qu'il y a aussi... on pourrait presque commencer à parler de vote ethnique, quoi. Parce que dans les banlieues islamisées, il y a des scores, Daniel Obono, 64%, Émeric Caron, sont sortis ceux qui, à la fois... Émeric Caron, il est dans le 18e. Oui, dans le 18e. On peut guère parler de vote ethnique dans le 18e. Moi, je dirais que c'est là que ça commence, quand même. Ouais. Le grand remplacement, il a commencé là, quand on va
à Château-Rouge. Enfin, Ouais. moi j'ai connu ces quartiers, c'était pas encore totalement le tiers-monde. Là. Oui, oui, oui. Ah ouais. Et ce qui est assez effrayant aussi, c'est que ceux qui ont fait les meilleurs scores à gauche, d'ailleurs, vous disiez c'est pas si mal le score du nouveau Front du Populaire. bloc gauche, du nouveau Front Populaire. 28% et un peu plus. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, c'est vraiment toute la gauche réunie. Là, ils sont allés chercher jusqu'au NPA. Quoi. Absolument. C'est-à-dire que là, il y a vraiment tout le monde, ça représente moins de 30%. Vous avez raison, si on compare à il y a 20 ans, Ouais. où la gauche était à 40-45, il y a quand même 10 points de moins facile. Ouais. Ils ne font que baisser, et c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je dirais. D'accord. On va faire dans l'ordre, comme ça. Alors, Olivier Piacentini. Alors, pour analyser les résultats, moi j'ai un livre en projet qui s'appelle Les Trois France. Les trois France. Oui, ok. qui a été écrit il y a quelques mois, je le finalise, et qui finalement est un peu précurseur, puisqu'on la retrouve. Vous avez la France de gauche, mais qui Ouais. ne cesse de s'émietter, que j'appelle la France des banlieues, et effectivement de toute une catégorie de, je dirais de bobos, mais un peu déclassés ou un peu hautes, qui est dans les centres-villes. Et la jeunesse aussi, Et une partie de la jeunesse. La jeunesse très jeune, hein, c'est de 18 Ouais, à 24 ans, parce ça. qu'entre 24 et 34, on revote C'est RN. RN, absolument. C'est-à-dire, c'est les jeunes qui arrivent sur le marché du travail au contact des réalités qui changent Ok. par rapport aux utopies. Donc ça, c'est la première France que vous voyez. Oui. La deuxième, c'est quoi? La France du mondialisme, la France des élites et tout ce qui est dans la périphérie de On l'élite. l'appelle la France, je ne sais pas si vous avez capté Oui. ça, on l'appelle la France triple A. Oui, c'est ça. Celle qui vote Emmanuel Macron. Mais là, il faudrait C'est-à-dire, l'appeler triple zéro, hein, parce que le triple A, justement, Ouais. c'est à cause d'eux qu'on les a perdus. Hein, donc bon, je ne sais pas si c'est le bon terme. Hein, moi, je n'appellerais pas ça comme ça. C'est aussi comme ça qu'on appelle l'andouillette. Voilà. Hein. Oui, c'est celle bon, qui est bah destinée oui, à se faire manger. Oui, oui. Eh bien, il y a cette France-là, et la troisième France, effectivement, la France de la ruralité, la France des périphéries, toute cette France qui est déclassée, qui est obligée de s'éloigner des centres-villes et de faire des heures dans les transports pour arriver à son travail. Il y avait un livre de Christophe Gully qui s'appelle La France périphérique, qu'il a parfaitement décrit. Donc, on a ces trois France. Et l'archipélisation Ça, de la c'est France. Jérôme Fourquet. Ça, c'est Fourquet. Hein. Mais au-delà de l'archipélisation, je pense que ces trois blocs sont significatifs et se retrouvent dans les résultats électoraux. Et comme il y a presque une forme d'équivalence, enfin, pas tout à fait, la France, ce que j'appelle la France enracinée, est plus nombreuse. Elle est plus nombreuse que les autres. C'est ce Oui, que mais j'avais marrant décrit parce dans que le livre. Cette France enracinée, quand on sait que les grandes périphéries de villes, c'est quand même pas des gens qui sont enracinés qui sont là. La ruralité, on peut parler de gens enracinés, mais ceux qui sont dans les grandes périphéries de ville Alors, quand sont je dis- des gens qui ont été chassés du centre pour aller mais vivre quand à je l'extérieur. dis enraciné, c'est une France traditionnelle. Vous comprenez, peut-être que le terme, on peut toujours le changer. D'accord. C'est une France traditionnelle qui partage les valeurs, je dirais, anciennes de la France et les valeurs éternelles. Voilà. Identitaire. Ok. Et ces trois France, en fait, ce que je décrivais dans le livre, c'est que la France mondialisée n'est pas assez nombreuse. Et que donc, elle fait systématiquement du pied à cette gauche, cette France des banlieues, pour essayer de contrer une France enracinée qui résiste à la mondialisation. D'accord. Bon, le problème, c'est que c'est de plus en plus étanche. Pourquoi? Ben parce que l'échec patent du macronisme... Il y a les trois blocs ne communiquent plus. Ils ne communiquent plus. Ils Et fonctionnent en parallèle. pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent plus? C'est que, Ouais. entre autres, puisque même le bloc mondialisé et le bloc gauche ne communiquent plus. Pourquoi? Ben à cause de l'échec fracassant de Macron qui fait que personne ne veut vraiment s'allier avec lui et ne pourra pas s'allier avec lui. Et à cause de la radicalisation du bloc de gauche avec LFI. Et donc, en voyant ce schéma-là, nous sommes un pays, et ça je le dis, qui n'est plus tout à fait une nation une et indivisible, qui est un pays fractionné, fracturé, divisé, et c'est la situation électorale traduit ce complexe et cette grande difficulté que nous allons avoir dans les mois et les années à venir. François de Voyer, vous êtes sur cette ligne? Parce que moi, j'ai quand même déjà entendu ça. Hein, donc, On l'a entendu Ouais. et ça s'est vérifié à l'occasion de ce premier tour des élections législatives. Effectivement, trois France divisées qui ne se comprennent plus, qui ne cohabitent même plus, qui sont à peine côte à côte, qui peut-être seront demain face à face pour reprendre l'expression d'un ancien ministre de l'Intérieur socialiste. exact. Gérard Collomb. J'ajouterais simplement une chose, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais sur le fait que le bloc, disons, mondialiste est moins important qu'il n'y paraît.
Si vous ajoutez le score de Ensemble, donc le parti présidentiel, et les LR ancienne mouture, qui sont à 9,5% tout de même. ça. Mais est-ce qu'ils sont dans Vous le bloc êtes mondialiste? presque au niveau du bloc. On va le voir dans les C'est prochains pas mois. sûr. C'est pas sûr. C'est plus moi, en je jeu. pense On que- va laisser finir. Je pense que ces gens-là, c'est Bonsoir. simplement le ventre mou. Ils vont, c'est le marais, donc ils vont aller de toute façon en fonction du rapport de force et de ce que la finance dit. Je pense par exemple qu'ils ont été très impressionnés par la réaction des marchés, la fameuse réaction des marchés, qui se sont révélés plutôt enthousiastes suite au premier tour de l'élection législative. Donc je pense que ces gens-là, on ne peut pas du tout leur faire confiance. Ils vont effectivement d'un côté ou de l'autre. Surtout, moi, mon ressenti, parce que tout à peu près a été dit sur les résultats eux-mêmes, c'est qu'il n'y a aucun enthousiasme dans ces élections. Beaucoup de gens, en tout cas, devraient sauter de joie. C'est-à-dire, enfin, après des décennies de combat, on a tout de même un parti qui a été mis vraiment, sur lequel on a jeté l'opprobre pendant des années, qui est aux portes du pouvoir. Et pourtant, moi, ce que je ressens, c'est une atmosphère glaçante, une espèce d'angoisse générale, parce que qui a choisi d'organiser ces élections? C'est Emmanuel Macron. Enfin, c'est lui qui tire les ficelles aujourd'hui. Ça n'est pas une victoire préparée. Beaucoup de gens font le rapprochement avec 1980, la victoire de François Mitterrand, la grande bascule. Bien sûr. Alors sur le plan idéologique, c'est vrai. On sent qu'il y a, effectivement, on change de monde, les références ne sont plus les mêmes. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, ceux qui viennent remplacer les gens qu'on a tant combattus à gauche ne sont pas tous parfaitement admirables. Hein. Voilà, je ne rêve pas d'une France Hanouna et d'avoir... voilà. Bon, mais si vous voulez, là, la différence, c'est que ce n'est pas une élection préparée. On aurait travaillé le terrain pendant des mois. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Rassemblement national n'a pas fait la fête dimanche soir. Exactement. Du tout, hein. C'était le centre a été fermé. Et je Mais t'avoue que même le là-dessus, soir il y avait des européennes, ils n'étaient pas euphoriques. Il y avait hein. une forme de gravité. Il y a une forme de gravité parce que la situation est absolument dramatique. On est au bord du gouffre sur tous les plans. Et donc, c'est une période très inquiétante. Et la seule chose dont je sois certain, c'est que justement, on ne peut pas avoir de certitude. On est rentré dans une période d'imprévisibilité. Mais c'est un peu, c'est un peu ce qu'on nous bassine depuis des années, la situation. Chaque pense gouvernement qui arrive dit que la situation Mais d'avant ça était empire, épouvantable Franck. et c'est la faute des Mais autres. c'est Franck. Et c'est une manière... Oui, mais pardon. Ça Est-ce que empire. c'est pas une manière de toujours promettre pour arriver au pouvoir en disant bah, finalement on va rien pouvoir faire Franck, parce que la situation est Pour revenir sur épouvantable. les propos très intéressants. C'est ça aussi qui fait la déceptivité. les- en les- politique. ces C'est des propos propos très de campagne intéressants. assez habituels, Ouais. effectivement, de prévenir que, attention, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans les caisses, donc il y a des promesses, bon, c'est pas nos convictions, c'est la réalité qui va nous obliger à les revoir à la baisse. On a bien vu C'est quelque d'ailleurs chose d'assez le habituel. Rassemblement national dans les 2 dernières semaines Oui. sérieusement amender son programme. Ouais, ouais. Et moi, Dire je que la trouve- retraite finalement... Et je trouve que c'est assez bon signe et assez encourageant de voir qu'au fur et à mesure que la probabilité du pouvoir s'approche, on devient plus pragmatique, Plus de réalisme. on renonce à certaines promesses un peu démagogiques et même à une certaine forme d'idéologie, même si on garde quand même un cap philosophique assez fort. Hein. Donc vous rejoignez ce Maintenant- que disait François? Eh bien, pas surtout. Moi, je dirais que je n'ai pas vécu la même campagne. J'ai trouvé qu'au contraire, cette surprise et cette dissolution qu'on n'attendait pas, et puis cette campagne, ça a donné un coup d'accélérateur à la vie politique et à l'histoire politique du pays qui était assez excitante, justement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une telle inertie, une telle lenteur, un truc, bon, on sait que maintenant on en a pour 3 ans, puis il y aura une longue campagne, et puis on sait un peu ce qui va arriver. Et là, ce coup d'accélérateur, cette pression, et puis les résultats très encourageants, quoi. C'est-à-dire que les résultats des européennes qui se confirment dans les sondages et dans les résultats. Oui, mais bien sûr. Mais en Alors, fait, il y a la Olivier chape de Piacentini. plomb. La chape de plomb anti-RN, de cette espèce de cocotte minute qu'on a mis sur le RN, est en train de se craqueler complètement. Comme dans tous les autres pays. Mais en France, comme nous sommes le pays des droits de l'homme, comme il y a quand même une sphère médiatique très omniprésente et très anti-patriote et nationaliste, ben, ça a explosé d'un coup, mais à cause du ras-le-bol des gens, de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Pour revenir à ce que disait Devoyer, en 81, pourquoi est-ce qu'il y avait plus d'enthousiasme?
tout simplement parce qu'il y avait de l'argent dans les caisses. Et d'ailleurs, lors du débat entre Giscard et Mitterrand, vous pouvez le revoir, à un moment donné, Giscard pose la question à Mitterrand, mais vous allez faire comment pour financer toutes vos promesses? Et Mitterrand lui répond, mais vous nous laissez les caisses pleines. Mais alors il dit, c'est pas une politique, c'est de l'épicerie, etc. Moi, je vais faire de la croissance, du truc. Bon, on a vu le résultat, évidemment. Bien. Aujourd'hui, on sait que les marges de manœuvre sont beaucoup plus étroites, car la situation de la France est désastreuse. Plus gros déficit budgétaire, plus gros déficit de la balance commerciale, le chômage qui baisse moins qu'ailleurs, l'inflation qui se maintient, la désindustrialisation. Mais le chômage qui n'a jamais été aussi bas, en même temps. Le chômage baisse partout dans l'Union européenne, et le pays où il baisse le moins, c'est la France. L'Italie maintenant a moins de chômeurs que la France, parce que la baisse du chômage est liée à un phénomène démographique, les classes du baby-boom qui partent à la retraite et qui libèrent des places. Donc Macron n'y est pour rien, il n'y est que pour les catastrophes qu'il a semées partout. Et j'ajoute la situation internationale, parce que je pense qu'aussi, ayant vu Macron faire de la provocation avec Poutine, avec les risques que ça comporte, et en plus insister durant ses campagnes que lui va défendre l'Ukraine, etc. Je pense que certaines personnes ont été tentées plutôt de voter RN pour apaiser la situation. Vous voyez, je pense que là aussi, il n'a pas forcément gagné dans cet aspect. Pardon, donc, si on va vers... Ok, je vous cède la parole, mais si on va vers une forme de normalisation du RN qui irait dans le sens de Mélanie, pardonnez-moi, mais Mélanie est devenue atlantiste, elle était déjà avant. Okay. C'est l'Italie qui est atlantiste. D'accord. Et vous pensez que la France n'est pas atlantiste? Elle l'est moins dans son esprit. Mais écoutez, vous voyez, vous pensez que la France a peur d'une guerre des tas de contre la critiques. Russie? Ce serait une motivation? Ces 2-3 mois, moi je peux vous dire que beaucoup de gens de la rue, avec qui je discute beaucoup, et ça m'inspire dans mes débats, beaucoup de gens avaient peur et reprochaient énormément à Macron cette attitude. Les gens commençaient à avoir peur de la guerre. Alors je vais passer la parole. N'oubliez pas qu'elle a gagné les élections européennes. Tout à fait dans la perspective de ce que Olivier vient de dire. Oui. Je crois que s'il n'y a pas l'enthousiasme là, contrairement à 81, l'enthousiasme côté Rassemblement national, etc., c'est que la psyché collective a une haute conscience de la série de tragédies qui se profilent. C'est la gravité de la situation. L'hypergravité de la situation. Il y a à la fois, comme ça vient d'être dit, les risques internationaux, les risques de guerre. On parle de guerre maintenant en Europe, tous les jours quand même, et de risques de Troisième Guerre mondiale. Bon. Il y a d'autre part le spectre maintenant du nucléaire tactique qui commence à être brandi de plus en plus. Oui, brandi par Poutine. Et pas seulement. Évidemment, puisqu'on le provoque. C'est quand même lui qui est à la manœuvre. On a plein de bombes nucléaires tactiques en Europe qui sont sous commandement américain. Bon, les gens ne le savent pas, mais bon. Et puis, troisième chose, par rapport à 81, le grand remplacement a fait beaucoup de chemin. En 81, on n'avait pas la submersion migratoire que nous avons aujourd'hui. Or, c'est l'éléphant dans la pièce, ça. On ne veut pas en parler dans les médias du système, mais il y a un malaise identitaire profond en France. Qui n'existait pas avant. Et il y a un malaise sécuritaire profond en France. Et ça compte énormément. Les gens ont parfaitement compris, dans l'ensemble, les électeurs du Rassemblement national ont parfaitement compris que les tragédies sont devant nous et que de toute façon, on ne pourra pas contourner les tragédies et qu'il n'y aura pas un retour aux 30 glorieuses ou même aux années 70-80 qui étaient des années heureuses tout de même. Il n'y aura pas un retour à cette espèce d'ambiance de relative concorde sociale. Insouciance. Les gens ont conscience. Et pourtant, il y avait un insouciant, pour moi, pardonnez-moi, mais il y a 4 invités, j'en vois un qui est bronzé, qui a une chemise blanche ouverte jusqu'au nombril, un petit peu à la BHL, et qui a le grand sourire, c'est Cyril Benassar. Vous êtes quand même écoutez, celui qui a la banane. Je vous trouve grave et pessimiste, alors que On parle de la similitude avec 81. Effectivement, il y en a une qui est inversée. C'est-à-dire qu'en 81, c'était la gauche qui était le camp de l'espoir, et puis la droite qui instillait la peur. On avait peur de la gauche qui allait arriver. Cette fois-ci, c'est le contraire. C'est le Front National, le Rassemblement National, qui incarne l'espoir d'un changement. Et l'espoir, je crois effectivement, il y a le contexte économique qui est difficile, le chômage, tout ce qu'on veut, la difficulté du pouvoir d'achat. Mais il y a un autre thème qui tient cher, enfin qui est cher au cœur des électeurs aussi, c'est l'histoire du grand remplacement, c'est l'histoire de l'identité. Et là, ça suscite quand même un espoir qu'on va enfin
changer de façon de faire, changer de logiciel, inverser les Mais choses. l'ennui, c'est que justement... Et c'est à portée de On la les main, unit, je vous laisse de la main. c'est possible, ça va peut-être arriver. Donc le truc auquel certains finissaient par ne plus croire, moi j'ai entendu depuis des années, peut-être des décennies, de toute façon c'est foutu, les projections démographiques, la mentalité des Français, l'aveuglement face aux grands remplacements qui se profilent. Et bien là on voit quand même qu'il y a un sursaut électoral et puis un espoir, là. Et puis la deuxième chose, effectivement, il y a peut-être une certaine gravité, peut-être pas d'enthousiasme, peut-être pas de victoire célébrée dans la joie. Mais je crois que ça s'adresse, vous parlez des 3 France, ça s'adresse à des France différentes. C'est-à-dire que quand Mitterrand gagne les élections, il y a eu peut-être avant et pendant longtemps après, place de la République, des concerts d'SOS Racisme, une France en fait qui a l'habitude de descendre dans la rue, de gueuler, de clamer, de protester, de manifester. Oui, mais à l'époque, c'est presque une kermesse. La manif traîne savate de Bastille à République, c'est toutes les semaines, oui, tous les oui. 15 jours. Donc Non. c'est dans leur ADN, c'est dans leur habitude. Oui, mais à Par l'époque- contre, la France rurale, qui voit le Front National monter, non, elle ne va pas descendre dans la rue Jamais. avec des pétards. C'est la France mais tranquille. jamais. Et je trouve qu'il y a un slogan c'est dommage qu'il ait déjà été pris il y a 40 Ouais. ans, qui était la force tranquille. Mais c'est vraiment aujourd'hui la force tranquille. Oui. La force silencieuse, discrète, c'est de la qui attend, c'est- François, mais oui. qui garde espoir. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espoir et d'enthousiasme, même s'il est discret. François de Voyer, ce sera pour la conclusion de cette première partie. J'y vois plus de l'inquiétude, mais effectivement, oui, de grands changements s'annoncent. Enfin, souvenons-nous tout de même que, et précisément il y a 3 ans, en juin 2021, le Rassemblement national connaissait un de ses pires échecs électoraux à l'occasion des élections régionales. Tout peut se passer, et ce qui m'inquiète, c'est que tout est entre les mains de Macron. La bonne nouvelle, c'est que le Rassemblement national se comporte très bien, intelligemment, finement. La mauvaise, c'est que toutes les institutions aujourd'hui républicaines sont organisées pour lui mettre des bâtons dans les roues. Je veux dire, si on a enfin une définition du système, c'est ce qu'on est en train de contempler à l'occasion de cet entre-deux tours des législatives. Là, l'arc, il est visible. Oui, Et le mais est-ce système dit que son nom. François Mitterrand ne pouvait pas dire exactement la même chose en 80 Il y avait eu une pénétration des élites depuis Ils avaient des fait le années, ménage, hein, en depuis 81, ils ont fait le symboliquement ménage. 68, en fait, il y a eu 13 ans. Là, depuis combien de temps, réellement, on a des gens vraiment intégrés au système actuel, peut-être depuis 3 ou 4 ans. Et je vous assure qu'entre les CV envoyés, parce qu'effectivement, vous savez, il y a toute une vague de gens, de hauts fonctionnaires qui se sont rapprochés des équipes de Jordan Bardella, mais entre leur envoi de CV et la réalité, quand on leur dira « Ah, alors vous allez commencer dans une situation dramatique, peut-être que dans 1 an, le président décidera de dissoudre, et puis vous serez grillé à vif si vous y allez », il y a un monde, et les hauts fonctionnaires ne sont pas connus pour leur courage. Donc, moi, c'est ce que Mais j'ai il y en a observé. aussi qui vont tourner kazakh. S'il Il y vous en a plaît, qui vont tourner kazakh. on va finir cette première partie pour essayer d'avoir du temps équilibré sur la deuxième. Ok. Très bien. Vous pouvez garder ça Parfait. pour la deuxième partie. Très bien. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour justement parler de la suite, des majorités, des gouvernements possibles. C'est ça, ce vers quoi on va se projeter. À tout de suite. Rebonjour. Alors, deuxième partie de ce débat sur les résultats du deuxième tour sont quand même relativement incertains. Hein. On a vu que le nombre spectaculaire de triangulaires a beaucoup réduit avec les désistements de ceux arrivés en troisième position. On va se projeter sur les majorités possibles et sur peut-être quelque chose qui va arriver en France pour la première fois dans cette démocratie, c'est la nécessité de faire des vraies coalitions et d'apprendre à se parler entre partis, ce qu'on fait en Allemagne depuis toujours, ce qu'on fait dans quantité d'autres pays, et ce que finalement on n'a jamais fait en France. Oui, je veux bien. Laurent Arthur Duplessis. Je dirais il y a 2 choses. D'abord, on va voir ce dimanche dans quelle mesure s'est creusé l'écart entre les états-majors des partis qui organisent qui ont organisé ces nombreux désistements et qui donc font une tambouille politique pour, pourrait-on dire, tenir en échec la vox populi. Je dirais que c'est d'une certaine manière un déni de démocratie. Donc on va voir quel est l'écart entre ces états-majors et les électeurs, c'est-à-dire les électeurs vont-ils faire les reports de voix que l'on leur demande de faire. Ça sera très intéressant d'observer ça. Et je dirais,
Deuxième chose, la France n'a pas du tout une culture de gouvernement de coalition. D'ailleurs, la Troisième et la Quatrième République ont montré que ça ne marchait pas bien. Le général de Gaulle a fait cette constitution avec Michel Debré pour justement adapter le régime politique et la constitution au tempérament français. Et le tempérament français, il est ce qu'il est, il n'a pas changé. Et en fait, de gouvernement de coalition, on risque d'avoir un blocage parlementaire permanent et un retour à la Quatrième République. Donc, ça va être relativement catastrophique, me semble-t-il. S'il n'y a pas une majorité claire. Et je crains qu'il n'y en ait pas. Ouais. Alors, concernant les reports, on a en fait des éléments très précis venant des élections de 2022. Ça a l'air d'être très très loin, mais ça n'est qu'il y a 2 ans, hein, rappelez-vous. Et on sait que finalement, déjà à cette époque, les instructions n'étaient qu'assez faiblement elles vont l'être encore moins. C'était du genre, alors j'ai les chiffres, hein, 45% de la NUPES se reportait vers le candidat qui lui était recommandé, et puis certains allaient même vers le Rassemblement national. Bah oui. Hein, donc ça, ou vers Emmanuel Macron. Mais oui, mais parce qu'ils sont anti-système, une partie de la LFI est anti-système. Mais pardon, oui, mais ça, j'entends votre analyse, parce que c'est celle que j'avais, mais quand on regarde le respect des instructions par les électeurs d'Emmanuel Macron, environ 50% se reportaient vers le candidat où on leur disait qu'il fallait aller voter, mais 38% allaient vers la NUPES, et une vingtaine de pourcents et une douzaine de pourcents allaient vers le Rassemblement national. Ça va être donc pire. Ça n'est pas si clair que ça. Mais bien sûr, mais moi, je vais vous dire, les consignes de vote, tout ce qui est organisé là, risque de se retourner contre ceux qui le font. Parce que, qu'on le veuille ou non, le vote RN est un vote contre le système, un vote de gens qui sont en colère contre le système, entre autres, il y a une partie qui adhère. Ça veut dire que ce n'est pas un vote d'adhésion dans votre esprit. Non, je n'ai pas dit ça, c'est un vote, il y a un vote d'adhésion, mais une adhésion qui aussi représente la colère des fameuses classes dont on a parlé tout à l'heure. Là-dessus, cette colère, vous savez, même chez Macron, il y a des gens qui votent qui ne sont pas contents. Vous en avez qui votent qui ne sont pas contents tout simplement parce qu'ils ont peur. Vous voyez ? Et à LFI, il y en a qui votent parce qu'ils ne sont pas contents pour d'autres raisons, mais qui sont contre le système actuel. Et je peux vous dire, moi, dans tous les gens que je rencontre, encore une fois, j'ai la chance de rencontrer un petit peu toutes les couches de la société, que même des gens issus de l'immigration qui votent LFI un peu dans un réflexe communautaire sont très anti-système par ailleurs, et on pourrait vraiment se retrouver sur pas mal de points. Vous savez, Ce qui veut dire que le pronostic de Laurent Arthaud-Duplessis serait démenti, parce que s'il n'y a pas de report de gens du nouveau Front populaire vers les candidats macronistes ou de l'autre, toute cette ça va laisser cette tambouille peut même les desservir. Ouais. Parce qu'encore une fois, la colère est très partagée, et les gens vont finir par se dire mais on veut voter, on veut s'organiser, c'est les élites politiques qui veulent s'organiser contre le peuple. Vous voyez ? Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez cet aspect-là qui est très fort et que l'on va sentir. Je crois vraiment que la fracture peuple-élite va apparaître encore plus fort ce coup-ci. Quand on voit des manifs contre le RN le soir des élections, mais ça veut dire que vous manifestez contre le vote du peuple. C'est fou. Ouais. Est-ce que nous, on a manifesté contre le vote Macron ? Ben non, on supporte, hein, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voyez, quand vous voyez un Émeric Caron qui propose de mettre un permis de voter... Élu au premier tour, hein ? Oui, ben, là où il est, d'accord. Permis de voter, ça m'a échappé. Et permis de voter de quelle manière ? Il a parlé, non, il a dit qu'un certain nombre d'électeurs étaient presque des incultes, enfin, il l'a pas dit comme ça, n'étaient pas assez éclairés, etc. Et qu'il faudrait instaurer un comité de sages qui attribue un permis de voter. Extraordinaire. Donc, alors, je pense que moi... C'est la porte ouverte vers le vote censitaire, ça. Hein. Oui, ben, vous savez, c'est les communistes, hein, et tout ça, c'est partout comme ça. Hein. C'est drôle. Est-ce que je vais l'avoir ? Je n'y crois pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas si cultivé pour avoir le permis de voter sur Émeric Caron, ou alors je suis un déviant. Bon, ce serait peut-être pas plus mal, vous concernant. Vous voyez. Allez, vous voyez. Je cède la parole à François Levoyer, qui lui a le droit de voter. Hein. Première chose, selon les derniers sondages, c'est le RN qui récolte le plus de votes d'adhésion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Okay. Bien plus qu'Ensemble, bien plus que le nouveau Front populaire. En fait, il y a 2 scénarios possibles, il n'y en a pas 50. Majorité relative pour le RN ou majorité absolue pour le RN. Bon, pas 50 possibilités.
impossible à prévoir, comme on le disait, parce que report de voix très, très délicat. Dans les bonnes nouvelles de fond, avant d'imaginer ces deux scénarios, mais c'est que les seules personnes... En fait, le RN bénéficie clairement du rejet d'Emmanuel Macron. Tant mieux, c'est une occasion historique, profitons-en. Il cristallise tant d'inimitié et de révulsion qu'effectivement, on se jette dans les bras de son adversaire le plus visible. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le petit jeu des reports de voix, ils sont en train, le système qu'on observe là concrètement, est en train de griller les seules personnes qui pourraient remplacer Emmanuel Macron. Je pense à Édouard Philippe qui vient d'appeler à voter communiste dans sa ville du Havre, tout en ayant dit 2 jours avant ce sera ni LFI ni le Rassemblement national. Donc on a vraiment tout. C'est une pantalonnade hallucinante. Le spectacle que donne la vie politique depuis 3 semaines finalement, si on part des élections européennes, est absolument mais clownesque. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a un risque. C'est qu'avec l'un de ces deux scénarios, la majorité absolue, où Emmanuel Macron va tout faire, et c'est déjà annoncé, en nommant les pires salopards dans les postes clés, en empêchant tant qu'il peut, tant que la Constitution lui permet, Jordan Bardella d'agir comme il le souhaite, avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc. Il va tout faire pour empêcher l'action de ces gens. Donc les citoyens seront déçus et ils risquent de se jeter dans les bras de l'extrême gauche à la fois suivante. François, je voudrais un scénario. Oui. On est en situation RN minoritaire. Est-ce que Bardella risque pas de se transformer en Elisabeth Borne à coup de 49-3 ? Exactement. Oui, mais c'est une situation qui est très défavorable. Parce que ça. si pendant 3 ans, Bardella... Excusez-moi, lui, il a l'excuse qu'on l'aura bloqué. Lui a l'excuse qu'on aura tout fait pour le bloquer. Que c'est audible ? Ça ne fonctionne pas. Oui, moi je pense quand même que c'est audible. Pourquoi dites-vous que ça n'est pas audible, François de Voyer ? Parce que les gens n'ont pas de mémoire. Encore une fois, moi quand on parle de grande bascule, oui et non. C'est-à-dire qu'avant tout, aujourd'hui, les gens, à 3 mois près, vont avoir totalement changé d'avis. Emmanuel Macron le sait très bien. Il sait très bien diviser, jeter les gens contre les autres, les uns contre les autres. Et donc, non, je pense que ça fonctionnera 3 mois. Au bout de 6 mois, c'est terminé. En gros, vous dites qu'il n'y a que 2 scénarios. Hein. En fait, il n'y a que 2 scénarios, majorité absolue, majorité relative. Si c'est majorité absolue, elle sera fragile. Donc bon courage, parce que ça veut dire que Macron pourra la faire tomber à n'importe quel moment. Donc, même si je le souhaite, parce que je pense qu'il faut agir dès maintenant, vu l'état de délabrement du pays, je pense que c'est le pire scénario. Et puis majorité relative, et là la difficulté sera de conserver, garder le feu sacré en fait, et continuer à représenter l'opposition par excellence à Emmanuel Macron, en voyant la France littéralement s'enfoncer jour après jour. Alors, il peut y avoir une option, c'est la démission de Macron. Il y en a un qui n'a pas parlé, Olivier. Cyril Benassar. Oui, moi je crois effectivement que le suspense ne porte que là-dessus, majorité absolue ou majorité relative. Après, quand on parle de coalition, ça ne sera pas une coalition tellement disparate en réalité, parce que le RN aura une immense majorité de députés et il lui manquera quelques députés d'appoint, qui trouvera aisément à LR, contrairement à tout ce qui s'est passé, parce que ce sont des propos de campagne. Évidemment, on s'oppose. Évidemment, le seul but dans une campagne, c'est d'attirer le plus de voix possible. Et on raconte absolument tout ce qu'on peut pour ça. Et je trouve pas... Enfin, quelquefois, évidemment, ça paraît grotesque. Quand la gauche nous ressort le théâtre antifasciste, après que Jospin a révélé, en 2002, que ça n'était que du théâtre, ils nous ressortent le décor, les acteurs, tout, et puis ça a l'air de marcher. Enfin, ça a l'air. On verra dans l'électorat. Ça marche médiatiquement. Sur le report de voix, effectivement, moi je crois beaucoup qu'il y aura beaucoup de gens des classes populaires qui votent à gauche, qui se reporteront sur Jordan Bardella. Ou qui ne voteront Parce pas. que l'antifascisme touche la partie élite, je dirais, et puis la partie immigrée de cet électorat. Mais la classe ouvrière qui est restée... qui est restée à gauche, qui n'a pas voulu franchir le pas d'aller au Rassemblement national, elle existe. Simplement, elle est invisibilisée et elle est silencieuse parce que dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, il est viré automatiquement. On l'a vu avec Fabien Engelmann, qui était un délégué CGT qui est passé au FN, ça a été le pestiféré, ça a été terminé. Donc tout le monde se tait. Par contre, au moment du vote, les gens voient leur intérêt. Il y a le pouvoir d'achat, il y a l'immigration de leur quartier, l'insécurité culturelle et physique. Ça joue aussi. Alors. Maintenant, moi, je suis persuadé qu'en cas de... Enfin, je suis persuadé, non, je vais un peu fort. Disons, j'ai le sentiment
qu'en cas de majorité relative, ils n'auront aucun mal à trouver les députés Oui, moi d'appoint aussi, je le pense parmi aussi. les LR. Alors, Parce que, sachant que au-delà des postures, il va y avoir un élan vers le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont les Bien séduire sûr. ou ils vont les corrompre en promettant, parce que quand on a Matignon, on a accès à un Il y en a certain qui vont nombre de suivre. postes, on a accès à des tas de moyens d'arranger le coup d'un député dans sa circonscription. Et même s'ils ne le font pas avec un grand enthousiasme, de toute façon, ils iront au RN et ils voteront les lois. Et s'ils ne le font pas, de toute façon, imaginons que le RN propose une loi sur l'arrêt du regroupement familial ou du droit du sol. Les 20 ou 30 députés LR qui s'y opposeront, ça se verra, ça se saura. Je leur souhaite bien du courage après pour avoir une carrière politique dans Bien leur, sûr. dans leur courant d'idées. Mais Bien sûr. le Rassemblement national, quand même, appelle à une union nationale. Bah oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une union nationale Bah, ça veut quand il dire s'agit que- de gouverner Bah, ça veut avec dire une que- assemblée de 577 Ça députés? veut dire que vu la situation catastrophique Oui. et très dangereuse de la France, Oui. on a besoin de toutes les énergies patriotes. Moi, je vais vous dire, quel est le problème de cette élection? On a le bloc altermondialiste qui fait ses voix, moins de 30%, ça fait des années. Le bloc mondialiste qui se réduit, qui est à 20-25. Il y a le bloc patriote qui fait presque 40, enfin 37-38. Et puis il y a le parti charnière, les LR, qui n'arrivent pas à se positionner dans le nouveau contexte politique. C'est-à-dire qu'avant, c'était droite-gauche classique. Bah, il Maintenant, joue c'est sa survie. Hein, donc, il joue sa survie. Et donc, je suis persuadé qu'il va y avoir une catalysation supplémentaire, d'autant plus qu'on parle effectivement de la réaction antifasciste. Mais quel fascisme? Est-ce que les gens voient encore le RN comme des fascistes? Moi, je vais vous dire. On a eu Madame Meloni, on a eu Salvini. C'est le fascisme en Italie? Non. Bien. On a eu Trump. C'est le fascisme? Non. On a même eu Bolsonaro au Brésil. Non, la nuance, Quand c'est nous annonçait le que... libéralisme. C'est ça qui... C'est la nouvelle version d'un... Oui, mais enfin, écoutez, c'est pas flagrant. Les gens n'ont pas peur de ça. Moi, je regrette. Les gens n'ont pas peur de ça. Parce que quand vous dites illibéralisme, ça veut dire plus d'autorité. Mais les gens demandent. Ouais. Quand c'est trop libéral, ça devient de l'anarchie. Donc l'illibéralisme, c'est les libéraux qui le nomment et ça n'est Ben oui, pas plus que mais ça. pas les libéraux. Qu'on C'est la remette les gauche. mots. C'est une espèce de gauche libertarienne Ouais. qui pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de vouloir que tout le monde le rallie sur ses propres... Bon, Excusez-moi, donc, mais historiquement, les libertariens, ils se situent plutôt à droite. Il n'y a qu'à C'est- regarder les États-Unis. ça, hein. mais écoutez, Et pas tellement à oui, gauche. moi je suis désolé, moi je me considère comme Ils sont libéral. très attachés à la Ils sont- sécurité sociale pour des Oui, libertariens. Ouais. moi, écoutez, C'est ça. je À me gauche, considère vous- comme oui, oui, libéral. oui, religion. Je me considère comme libéral. Oui. C'est-à-dire que je défends avant tout la liberté et les libertés économiques. Mais le libéralisme, ça veut dire qu'il y a un État arbitre qui maintient l'ordre et l'équité Mais dans on la compétition. je parlais de Bien. coalition nationale, d'union Ouais. nationale. Bah, ça veut dire élargir le cercle. Mais bien sûr. Ça Ouais, veut bah, dire... moi, effectivement, j'entends ce terme et puis il fait chaud au cœur, mais dans la réalité, je trouve qu'ils sont pas tellement à la hauteur de cette prétention, de cette ambition. Même quand on voit les députés qui ont été présentés, il y a une hégémonie Rassemblement National qui est terrifiante, c'est le parti unique. Ils ont même, à Béziers, ils ont présenté... Comme les autres, hein, Non, attendez. enfin, non, eh je ben, suis désolé, justement, hein. on aurait pu attendre d'eux qui tendent la main à des gens qui ne présentaient aucun danger pour eux, mais qui Mais étaient est-ce leurs que les gens compagnons de veulent route venir Là, vous depuis parlez de longtemps. Reconquête. Mais Je est-ce que parle les de gens veulent Reconquête, venir je parle Attendez, de attendez, Dupont-Aignan, tous ensemble, ouais. je parle même de Emmanuel Ménard, contre qui ils ont présenté un député dans sa circonscription. Oui, mais excusez-moi. là, C'est-à-dire vous- qu'il y a une espèce de... C'est- peut-être d'incapacité à partager le pouvoir. Excusez-moi, vous Alors parlez quand on de parle gens d'union qui ont fait des nationale... coups tordus aussi un petit peu. Enfin, eux le ressentent comme ça, vous voyez. Parce que moi, je vais Écoutez, vous dire non. quelque chose. Hein. Moi, j'ai rien contre M. Zemmour et contre Reconquête. Mais enfin, quand même, le soir du premier tour de la présidentielle, on présente, le soir, pardon, du deuxième tour de la présidentielle, où on dit, pour la 9e fois, les Le Pen ont Oui. perdu. Vous trouvez que c'est quand même malin politiquement? Moi, écoutez, honnêtement, il- vous voyez, j'ai rien du tout contre Zemmour, au contraire. Hein. Je dirais que son programme me séduit peut-être plus que les autres. Mais je trouve qu'il y a une pratique des choses qui n'est pas politique, qui n'est pas maligne, qui n'est pas vers le... Et alors après, si vous voulez, vous avez un rejet de l'autre côté, vous avez une méfiance. Et c'est ça Vous qui savez génère combien- ce Alors, il n'y a quel problème-là. aucune pourcentage raison d'avoir... Moi, je dirais... Vous savez effectivement, combien a fait Reconquête au niveau il a fait national 0,8, oui. 0,7. Ouais, 0,7, c'est terrible. Et puis là, c'est terrible, bien Zemmour qui n'a pas terrible. voulu se rallier Mais- au groupe à l'issue des Européennes, qui Ouais, a mais provoqué enfin, le départ de je Maroc. ne dirais pas que Zemmour a eu des pratiques déloyales. Il a eu des mots très durs, effectivement. J'ai pas parlé- Non, j'ai pas dit Si, déloyal. oui. J'ai dit qu'il n'est pas engageant pour une coalition, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a l'occasion de faire la réunion, lui a des propos
qui ont l'air, je dirais, d'ouvrir le fossé plutôt qu'essayer de rassembler. Ah, attendez, Ouais, mais enfin, en même temps, c'est pas il une a, attitude il a- très il a bâti Reconquête sur l'idée que Marine Le Pen ne sera jamais élue. Donc Bah quand oui, elle est défaite, effectivement, il dit, voyez, j'avais raison, elle est défaite. Maintenant, je trouve que il fallait pas le l'essentiel... dire. Enfin, il fait quand même le job parce que le soir du premier tour, il dit « j'appelle à voter Marine Le Pen Ben, heureusement, Voilà. mais de toute façon, Ah, les gens allaient le heureusement, faire quand oui, même. mais enfin, Enfin, c'est les quand même gens pas allaient mal le et faire c'est quand assez même. rare. Je voudrais quand même revenir sur un scénario, je suis étonné que vous l'ayez écarté si vite, hein. C'est celui d'une forme de centralité où il y aurait tout ce qui peut venir de droite, tout ce qui peut venir de gauche pour s'unir autour peut d'un pas. nouveau Ça peut pas. Premier ministre. Ça peut pas. Ça peut pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce schéma-là qui n'iront pas avec LFI et qui vous le disent déjà. Les LR, mais même une partie des macronistes. Non, mais là, je ne parle pas de LFI. LFI, on voit bien avec Mélenchon. Non, mais vous parlez est sorti du dos. LR, Macron et Moi, PS. je vais de Il y a LR pas le compte. Il y a pas le aux compte. communistes, d'une certaine manière. Il y a pas Ouais, le ça compte. fait pas le compte. Il n'y a pas le Ça fait pas le compte. compte. Non, ça marche pas. Il y a pas le Laurent Arthur Duplessis. Je crois qu'il y a un scénario sur lequel mise Macron, qui est le suivant. C'est que le Rassemblement national soit à Matignon, Bardella ou autre. Pendant un an, Macron ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais après, il pourra. Donc, l'idée serait que l'exercice du pouvoir discrédite le Rassemblement national parce que les obstacles sont tellement nombreux, internes, comme on l'a dit, avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les externes avec le droit européen et avec les marchés financiers. Qui ont eu la peau du premier gouvernement de François Mitterrand. Oui, la Banque centrale européenne. Le risque d'une crise obligataire déclenchée par la Banque centrale européenne qui entraîne une explosion des taux d'intérêt sur la France, comme ça a été le cas pour la Grèce, et donc une bérésina financière française que Macron mettra sur le dos du Rassemblement national, et à ce moment-là, Macron prendra à témoin le peuple français en leur disant « voyez bien, le Rassemblement national vous mène dans le fossé, dans le ravin, donc je dissous l'Assemblée nationale, je provoque de nouvelles élections législatives et cette fois-ci, vous avez compris, vous allez vous recentrer quelque peu. » Vous êtes d'accord à peu près Non. avec ce scénario Non. ça Je suis désolé, Laurent. François Devoyer. Ah bah, c'est le scénario que je déployais tout à l'heure. Hein. Oui, C'est effectivement je suis d'accord avec des vous. deux. C'est très inquiétant. Donc un gouvernement RN, mais Et on revient d'une à année cela. à peine, quoi. Celui qui tire les ficelles, c'est Emmanuel Macron. Ok. C'est ça qui m'inquiète. Très, très rapide, si vous Pourquoi voulez je bien. ne suis pas d'accord? Je vais vous dire. Parce que la catastrophe financière, les gens reviendront à Macron. C'est-à-dire que même si le RN n'y arrive pas, qu'il a effectivement le vent des marchés et autres, les gens ont déjà compris que Macron nous a mis en faillite, puisque nous avons les agences de notation, la BCE et maintenant même le FMI, qui envisage presque une mise sous tutelle de la France, on y est. Donc les gens Mais voient ce bien. serait Édouard Et Philippe ou donc, Darmanin. Alors, Ce sera pas- et donc je j'ai veux- du mal à croire je voudrais préciser que les une gens chose. vont oublier tout Il y a- ça en alors, quelques mois. moi, c'est Laurent Arthur Duplessis sera le mot de la calcul- fin sur cette Moi, partie. c'est le calcul que je prête à Macron. Mais je ne dis pas que son calcul est le bon. Alors on est d'accord. Moi, je crois au contraire que le curseur est parti vers la droite et il ira de plus en plus De vers plus la en plus à droite et droite. ne reviendra pas au centre. Exactement. Et qu'après le Rassemblement national, il y aura peut-être autre chose. Mais c'est Ok. moi, c'est ce que je voulais répondre tout à l'heure à mon collègue quand il parlait. Il s'appelle François Devoyer. François Devoyer, oui, bien sûr. Non, mais je le connais. Mais oui. Allez-y, On se allez-y. connaît bien. Vous avez promis de faire très court, hein, je vous rappelle. Bon. Il parle d'un possible arrivée de LFI derrière. Non, je pense que là, on est rentré de plein pied avec la traduction politique dans la démondialisation que moi je sens depuis 10 ans, Oui, oui. et ça ne reviendra pas à la gauche. Voilà. La gauche aujourd'hui, on ne parle que d'elle parce qu'elle fait du bruit, parce que c'est la bête qui est en train de mourir, alors elle excite les trucs, on remue l'électorat communautaire, on fait des tas de trucs, mais c'est toujours pareil, ça fait 10 ans qu'il ne dépasse pas les 30%. Et là maintenant, même avec la hantise du FN, ne dépasse pas les 30%. On ne reviendra pas à la gauche. C'est fini.
c'est terminé. En fait, s'il y a échec du Ça, je peux RN, vous il va y dire que avoir... ça, on va l'enregistrer, hein, parce que vous annoncez la mort de la gauche qui ne reviendra Pas jamais. la mort, mais elle Vous va savez rester, bien elle que- va rester ouais. cantonnée Et- à ces et trucs. il y a peut-être Mais vous savez, en général, une possibilité, mes ouais. prévisions se réalisent. Et il Ah, faut, ok, il faut très bien. tenir, Franck, il faut tenir hein. compte Vous êtes là aussi- depuis des années, vous On, devriez on va vous demander Il y de a- tenir la rubrique ouais. Astro. Il y a peut-être Madame une Soleil, possibilité sur pour que TV la gauche Liberté. échappe à votre prophétie, c'est qu'elle réagisse à la danoise ou même à l'anglaise. Mais elle le fera Exactement. pas. C'est-à-dire, Elle le fera elle en pas. est incapable. Elle a Elle l'air en est d'en être incapable. incapable. Mais qui bien aurait sûr. dit, il y a quelque temps, que les Anglais vireraient Jérémy Corbyn et mettraient quelqu'un qui Oui. dirait l'immigration, ça suffit. Alors, C'était il faut- totalement improbable. il faut aussi- C'est peut-être sa seule chance Mais de- même dans d'avoir les un pays de avenir. l'Est, il y a pouvoir. des partis de On gauche va- qui sont plus responsables sur la question de l'immigration. Hein. Allez, dans beaucoup de pays, c'est chez nous. que c'est Olivier, comme ça. Olivier, on s'arrête. Fin de la deuxième partie. On bascule vers la troisième partie. Et là, on va parler personnalité pour gouverner et attitude d'Emmanuel Macron. Je crois que ça... Là, on a du grain à moudre. À tout de suite. Allez, on embraye sur la troisième partie. Après avoir vu les scénarios avec quand même, de l'avis à peu près unanime, deux scénarios RN majoritaire ou RN avec un complément, on va maintenant regarder les personnalités à même de gouverner. Et on va aussi regarder un point essentiel qui est la place du président de la République dans un phénomène de cohabitation, parce qu'on a déjà vu cohabitation à plusieurs reprises sous la Ve République, mais c'est peut-être une nouvelle cohabitation qui s'annonce. Et c'est Laurent Arthur Duplessis qui commence. Alors, c'est une nouvelle cohabitation qui s'annonce. Franck, vous avez bien raison, parce qu'on ne pourra pas tellement la comparer aux précédentes cohabitations. Les précédentes cohabitations s'inscrivaient tout de même dans un certain consensus sur un certain nombre de valeurs, entre guillemets, un mot dont on fait un grand usage actuellement. Et il y avait tout de même moyen de s'entendre entre le président de la République en place et le Premier ministre de cohabitation. Tandis que là, tout opposera Bardella, si c'est lui le Premier ministre, à Macron. Oui. Donc là, le bras de fer sera quotidien, matin, midi et soir. Les contreseins présidentiels feront la grève générale. Mitterrand, de temps en temps, ne contresignait pas. Mais enfin, il dosait. Tandis que là, ça va être à grande échelle de la part de Macron. Et celui-ci va s'ingénier à entraver Bardella chaque jour dans l'exercice du pouvoir. Donc vous pronostiquez une cohabitation hard, on va dire. Alors une cohabitation d'une extrême tension, Ouais. car même si Bardella pourra essayer d'arrondir les angles pour justement montrer que le Rassemblement national est un parti de gouvernement, il sera dans le pouvoir de Macron de gripper complètement l'exercice du pouvoir de Matignon. Et donc, je pense que Macron, à ce moment-là, s'ingéniera à offrir au peuple français le spectacle d'une paralysie gouvernementale. Et pourtant, Marine Le Pen a dit, en gros, elle veut renvoyer le président de la République à un rôle de la 4e en disant celui qui détient les budgets, Oui, c'est mais- Matignon, bien sûr. et le président de la Oui, République, mais finalement, n'est pas manœuvrant. la constitution de la 5e n'est pas celle de la 4e. Le général de Gaulle a voulu donner tout de même au président de la République un pouvoir extrêmement important que n'avait Ouais, pas le une président de la prééminence. 4e ni le président de la 3e. Donc ça ne fonctionnera pas du tout de la même façon que sous la 4e. mais les On va faire les le... pouvoirs Alors, du Olivier président- Piacentini, vous êtes sur cette ligne ou vous pensez que ça va être plus aisé? Alors, je suis un peu plus nuancé, hein, bien que j'entends l'argument de Laurent. Le président a quand même des pouvoirs restreints par rapport au Premier ministre sur la conduite de la politique gouvernementale. Il a effectivement des espèces de droits de veto, des possibilités un petit peu de nuire. Et il va effectivement les actionner le plus possible. Il y a également sa proximité avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et l'Union européenne, qui est là aussi certainement et qui n'hésitera pas à mettre les bâtons dans les roues. Plus la BCE. Mais ceci qui va- dit, il y a quand même le fait que le Premier ministre se voit attribuer la conduite de la politique par la Constitution, très clairement, et puis il y a la nouvelle légitimité. Macron, depuis 2022, a une légitimité limitée, puisqu'il n'a même pas eu... c'est le seul majorité. président qui, à l'issue de son élection, C'est ça. n'a même pas de majorité. Ça veut dire que les gens ont voté par dépit, mais ne donnent pas un blanc-seing à sa politique. Donc là, il va y avoir une nouvelle légitimité qui va être très forte, parce qu'en plus,
elle aura réussi à passer la haie du barrage monstrueux qu'il y a autour. Donc je pense qu'il va falloir qu'il le fasse avec de la finesse. Parce que vous les parlez gens... de qui, du Premier ministre Non, ou vous parlez de, des deux, mais du président également. Du président. Parce que les gens, en voyant vraiment une obstruction systématique, risquent de prendre le parti, au contraire, de renforcer la position de Bardella, parce que je pense qu'il y a un courant qui porte quand même ce côté-là, et l'opinion ira, au moins dans un premier temps, dans le sens du RN. Je pense que... Mais ça, vous parlez de l'état de grâce, qui suit à peu près toute élection. Vous allez au-delà de l'état de grâce. Moi, je dont on dit que c'est de 3 mois, pense sérieusement que si Macron affiche trop une envie de bloquer, il va le reprendre encore quand même. Mais il y a des subtilités qui vont échapper au public, c'est-à-dire qu'il y a des coups tordus dans les coulisses du pouvoir qui sont accessibles à des initiés, à des juristes, à des politologues. Mais l'essentiel du grand public... Vous pensez à quoi, Laurent Arthur Duplessis? Ou bien, par exemple, les contre-5 qui n'arrivent pas. Il faudra vraiment que Bardella, à ce moment-là, enfourche les trompettes de la protestation et prenne constamment à témoin le peuple. Seulement, il y a un autre problème dont on n'a pas encore parlé ici. C'est la structure des médias en France. Parce que pour prendre à témoin le peuple, encore faut-il que les médias fassent leur travail correctement. Or, nous sommes très bien placés ici pour savoir que les médias du système verrouillent l'information, nonobstant les médias sociaux qui justement sont un contre-pouvoir et des médias comme TV Liberté qui sont un contre-pouvoir. Mais on voit bien tout de même que les médias du système occupent une position massive et extrêmement... Et vous ne croyez pas une capacité des médias actuels à devenir un peu plus plastique, à s'adapter? Non. Ça a commencé déjà. Je pense que oui, il y a une inflexion. Bien sûr, ils sont crispés, je trouve. Pas tous. La gauche a perdu son hégémonie dans les médias depuis Bolloré, depuis CNews, depuis et donc il y a une autre voie, un autre son de cloche. Et s'ils sont devenus première chaîne d'info, ça veut dire quelque chose. Oui, non, mais donc je crois qu'effectivement, il y a un pouvoir immense. CNews, c'est pour les intellos, c'est la première chaîne d'info. Les chaînes d'info, c'est les intellos qui regardent les chaînes d'info. Oui, et ça le grand public ne regarde pas CNews, il ne regarde pas LCI, il ne regarde pas... Oui, c'est assez faible. C'est très marginal. C'est très bien l'écosystème Bolloré, je m'en réjouis tous les jours, mais il reste marginal. Le grand public, il regarde quoi? Le journal de 20h sur la première chaîne, la deuxième chaîne, la troisième chaîne. Il ne regarde pas CNews. Il y a quand même une inflexion déjà depuis 15 jours. Et puis je trouve que les médiacrates qui sont sur les grands médias, que je regarde beaucoup, parce que justement j'essaye de suivre cette évolution-là, je les trouve au contraire arc-boutés sur leur position doctrinaire et doctrinale, et ils craignent d'ailleurs pour leur place, justement, pour leur boulot, et donc ils défendent leur beefsteak, et ils défendent donc la doxa officielle. Vous savez, les chaînes d'infos, c'est pour un public restreint. Mais Laurent, il y a le réalisateur qui est très malicieux, m'a dit « Il faudrait que Laurent Arthur Duplessis arrête de regarder France 5 ». Ah oui. C'est drôle. Bon, alors, François Devoyer, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu des personnalités. Parce que si on se dirige vers une cohabitation hard, avec des subtilités comme la non-contre-signature dont vous parliez, est-ce que Bardella, il n'est pas un peu vert pour faire ça? Est-ce que le Rassemblement national ne devrait pas aller chercher un politicien un peu plus madré? Je pense au maire de Perpignan, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que la figure charismatique, c'est Bardella. Il a porté, on peut dire, l'ascension électorale du Rassemblement national, tout de même. Marine l'a mis en avant. Elle a fait un choix, d'ailleurs, extrêmement judicieux pour ça, parce qu'effectivement... Il y a quelques années, déjà. Elle a réussi ça. C'est qu'il y a une Bardella mania, si on peut dire, et Bardella est devenu un personnage absolument charismatique.
charismatique. Et d'ailleurs, il a drainé vers le Rassemblement national des CSP+, comme on dit, qui sont venus au Rassemblement national, au vote Rassemblement national, grâce à Bardella. Oui, les jeunes, ça c'est la nouvelle structuration des cadres, des patrons de PME, et des retraités. des professions libérales et des retraités. Donc ça, c'est... François Devoyer. Il a une grande qualité aussi, il a un flegme incroyable. Oui. Je le connais bien depuis 10 ans, c'est quelqu'un qui est d'une égalité, d'une équanimité, d'humeur et de Il a des nerfs comportement. Vous pensez qu'il est armé pour résister à la pression? Alors, pour résumer, on dit que c'est le pire job bon de la directeur République. de cabinet, oui. Faut qu'il C'est-à-dire que ce qui va se jouer, en fait, c'est les directions de cabinet. Aujourd'hui, un ministre, d'ailleurs, ne doit pas être un technicien. C'est faux de dire on est revenu à l'ère des techniciens à cause du saint-simonisme macronien. Mais il ne faut surtout pas que les politiques soient des techniciens. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir des équipes solides. Je crois qu'ils sont en train de le construire. En revanche, ce qui m'inquiète, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Olivier Piacentini tout à l'heure, sur l'idée que la cohabitation pourrait être douce. Je n'y crois pas une seconde. Pourquoi ? Parce que justement, Emmanuel Macron a fait le choix, délibérément, contre l'avis de tous ses conseillers, de dissoudre maintenant, juste avant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, clairement, il l'a dit, la grenade dégoupillée qu'il leur a jetée dans les jambes. Et il y a eu encore une phrase, et là c'était public, parce que les grenades dégoupillées, c'est moins on dit du canard. Ce qu'il a dit très clairement, c'est « je l'ai pris pour moi ». Mais vous imaginez que cet homme, qui est quand même majeur, président de la République, peut dire une chose pareille. Donc moi je pense qu'il est dans la nuisance totale, et il fera absolument tout pour laisser... c'est Néron, moi vraiment quand il a choisi cette dissolution, je m'en doutais pas du tout de la dissolution, mais qu'il préparait un coup, parce que le 6 juin, je ne sais pas si vous avez écouté son intervention, il était onctueux, doucereux, vraiment l'enfant capricieux qui mijote une saloperie. Et effectivement, il a fait ce truc, mais aberrant, et il ne faut pas imaginer qu'il va s'arrêter là. Il va tout faire pour laisser, moi je pense que c'est Néron devant Rome qui brûle. Il est déjà dans l'extase, il ira jusqu'à l'épectase, c'est-à-dire jusqu'à mourir dans la jouissance. Juste un mot sur Emmanuel Macron. Un pronostic. Est-ce que vous pensez que c'est un président de la République qui peut tenir 3 ans, puisque les prochaines élections, c'est 2027, ou est-ce que vous pensez que globalement, il va à nouveau renverser la table et provoquer des élections? Il va essayer, en tout cas, de renverser la table. Ce qu'il a dans l'idée, lui, c'est de guetter l'usure du pouvoir éventuel du Rassemblement national de Matignon pour, quand il pensera que ce sera le bon moment, qu'il ait raison ou tort, qu'il se trompe ou pas. Là, vous parlez d'une nouvelle dissolution. C'est de dissoudre à nouveau et de renvoyer les députés devant les électeurs. Donc vous le voyez tenir au minimum une année encore. Mais il est trop orgueilleux pour lâcher son narcissisme, son égotisme et tout ce que vous venez de décrire et que je partage tout à fait qu'il lâchera pas le pouvoir comme ça, Macron. Qu'il vienne le chercher. Je vais faire le tour. Cyril Benassa, vous êtes sur cette position-là aussi? Écoutez, franchement, je ne sais pas quel diagnostic psychologique, disons, faire de Macron. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu dans cette dissolution un côté, il y a une opposition qui ne cesse de me houspiller. Vous voulez le pouvoir, chiche, prenez-le, on verra. Quelque chose de cet ordre. Oui, parce que derrière 2027, Macron ne peut pas se représenter. C'est l'homme des coups de poker, Macron. Oui, mais s'il ne peut pas se représenter et qu'il va faire autre chose de sa vie après 2027, et ce sera sans doute l'objet d'un débat, mais on va attendre quelques temps, il peut se dire, j'anticipe et en 2025, je pars à la pêche. Non, parce que la pêche ne l'intéresse pas, Macron. La pêche ne l'intéresse pas, c'est un hyper nerveux, un hyper actif. Il est en plus extrêmement ambitieux et il se rêve en Washington de l'Europe, c'est-à-dire en démiurge de la nation européenne. Oui, je pense aussi que ça n'est qu'une étape dans sa carrière et qu'il vise des instances européennes ou mondiales. Mais simplement, pour être le Washington européen, il ne faut pas quitter le pouvoir aussi piteusement. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas laisser un champ de ruines derrière lui. Voilà, pour être le Washington européen, il faut qu'il apparaisse comme ayant été le démolisseur du Rassemblement national et le démolisseur de la candidature de Marine en 2027 ou avant 2027. Donc, il voudra qu'il soit dit
qu'il n'aura pas laissé, en partant, le Rassemblement national triompher au pouvoir en France. Parce que si c'est ça, ses ambitions européennes, elles seront ruinées. Il ne pourra pas être sauvé par les États Cyril d'Europe. Bennassar, et je continue le tour de table sur ce que vous pensez de Juste Macron. un peu, moi je pense que ça peut totalement ruiner son image et son avenir s'il est trop voyant qu'il met des bâtons dans les roues à Bien sûr. l'exécutif Voilà. et qu'il empêche le Rassemblement Mais national de Entre gouverner. plusieurs mots, il faudra qu'il choisisse ce qui lui semblera le moindre à lui. J'ai entendu Je crois que un ça entretien. ne lui sera pas pardonné. J'ai entendu un entretien de Giscard d'Estaing, puisque, alors là, on remonte très loin, hein, mais en 78, il y a eu des élections législatives, et il y avait eu, Giscard d'Estaing avait envisagé une cohabitation. Et il avait dit, moi, je partais à Rambouillet, et je ne revenais que le mercredi matin pour faire le Conseil des ministres, et je repartais à Rambouillet. Oui, mais Est-ce que Giscard ça, d'Estaing avait c'est... une autre C'est notion pas un de hyper son nerveux, rôle Giscard, oui. que Macron. Giscard d'Estaing, c'était un homme d'État, quoi. On aime, on n'aime pas, on est contre. Enfin, je suis désolé, c'était pas un homme de coups tordus et de choses comme ça. Tout le monde le sait. D'ailleurs, il a fini par le payer. Bon, je voudrais revenir, François. Tu m'as dit, oui, Piacentini pensait que j'ai jamais dit que la cohabitation serait douce. J'ai dit que la population prendrait le parti du Front National, enfin du Rassemblement National et du Premier ministre si Macron commençait à trop lui mettre les bâtons dans les roues. Moi, je connais bien Macron. J'ai écrit un bouquin sur lui, OPA sur l'Élysée. J'ai fait vraiment une enquête. C'est quelqu'un, et je l'ai dit pendant les Gilets jaunes, qui est capable, de par certains points de son vécu, que je ne peux pas trop exprimer, est capable d'être quelqu'un de blindé, qui est seul contre tous. C'est une situation qu'il apprécie. Oui. Et lors des Gilets jaunes, il a retourné la situation alors qu'il était seul contre tous. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, je ne minimise pas ses capacités de nuisance. Sauf que, quand vous êtes à ce point discrédité, quand vous êtes à ce point dans le trou, quand les gens ne vous écoutent plus, quand il y a une haine aussi forte contre vous, que les gens pensent même que vous œuvrez délibérément contre la France, que vous êtes un président qui ne défend pas les intérêts de la France, parce que c'est ce que les gens disent. C'est difficile de remonter ça et de retrouver un soutien populaire. Et les gens vont l'observer justement à l'angle des coups tordus qu'il est capable de faire. Et je pense vraiment qu'il est actuellement très mal en point, qu'effectivement, il vise la présidence de l'Union européenne. Mais, Laurent, vous avez dit tout à l'heure, il veut se présenter comme l'homme qui va torpiller le Front National. C'est ce qu'il avait dit déjà il y a 7 ans. Mais en fait, au lieu de ça, il faut avouer qu'il l'a fait monter. Vous le voyez tenir 3 ans ou vous le voyez démissionner de manière anticipée? Je pense que vraiment, s'il y a une politique à conduire à ce niveau vis-à-vis du Rassemblement national, ils doivent essayer de le pousser dans ses retranchements et à provoquer une démission de sa part. Alors, je sais pas si l'avoir à l'usure. L'avoir à l'usure, parce que vraiment, l'avoir à l'usure en convoquant toujours une opinion publique qui lui soit de plus en plus hostile. Et oui, je vous répète, il y a quand même le terreau qui est là, parce que les gens, à la différence par exemple d'un Mitterrand, qui était impopulaire à un moment donné quand il a perdu les législatives, mais qui a remonté la pente, les gens ne disaient pas que Mitterrand était quelqu'un qui travaillait contre la France. Ils disaient que sa politique n'était pas bonne. Mais personne ne lui prêtait des mauvaises intentions, si vous voulez. Et en plus, il représentait quand même bien la France. À l'international, tout le monde lui reconnaissait une stature. Je vais vous couper Macron, parce vous avez que... vu, oui, coupez-moi. Il y en a un qui... Oui, Non, pardon, et on a aussi des émissions à enregistrer derrière. Allez, François de Voyer. Je dirais Dernier simplement, mot. le pouvoir est un poison qui isole, entre autres. On le voit avec Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de fragile, parce que je pense que c'est quelqu'un de fragile et de dangereux et de dingue. Eh bien, je pense qu'il n'est plus dans la rationalité du tout. Oui. Et je pense qu'il n'a Autrement dit, vous n'excluez il n'a rien. plus de barrière. Et là, il me rappelle le côté qu'ils viennent me chercher, justement, pendant la séquence des Gilets jaunes. Et il a ce sentiment de toute puissance qu'on retrouve chez Vladimir Poutine en Russie après 24 ans de pouvoir. Il a beaucoup plus de sang-froid, Poutine. Hein. Moi je pense qu'il a été empoisonné lui aussi par le pouvoir à long terme et qu'il a fait cette grave erreur en Ukraine pour les mêmes raisons qu'Emmanuel Macron a fait cette grave erreur de la dissolution. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui abîme et contrairement à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a des fragilités et n'a pas de limites et n'a pas de barrières et n'a pas de surmoi. Il n'a pas le même sens de l'État que Poutine. Et il n'a pas du tout le sens de l'État. Et donc ça peut très mal finir. Oui, Très bien. Enfin, très bien. J'aurais pas dû dire ça. Mais globalement, j'ai compris. Nous nous retrouvons dans
15 jours. Ce sera la dernière émission avant la pause de l'été. Et on aura les résultats du deuxième tour. Et on aura peut-être un nouveau gouvernement. Donc ce sera l'occasion de nouveaux débats. Donc rendez-vous dans 15 jours. À très vite.